J'ai joué le rôle du météorologue. Je pointe le risque Le Pen. C'est littéralement inimaginable. 2 qualifiés pour le second tour. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Ce qui frappe, c'est le temps qui a passé et la différence de perception des événements. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique, C'est la marque de son orgueil. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'un monde, le podcast qui croise l'histoire politique de la France de ces 30 dernières années avec celle du quotidien français de référence, le journal Le Monde. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je tends le micro à Jean-Marie Colombani, ancien directeur du journal Le Monde, pour nous transmettre cette mémoire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Retour en France, 1 an plus tard. L'année 2002 ne s'était pas trop mal ouverte, l'euro avait remplacé le franc et on se faisait des nœuds au cerveau en multipliant tout par 6,5. C'était aussi une année d'élection présidentielle. Jacques Chirac, président sortant, et Lionel Jospin, son premier ministre sous cohabitation, étaient donnés favoris. Jean-Pierre Chevènement faisait un temps office de 3e homme, mais dans la dernière ligne droite de la campagne, c'est une 4e personnalité qui s'est distinguée, Jean-Marie Le Pen. Impensable à l'époque d'avoir le candidat du Front National, parti d'extrême droite, raciste, xénophobe, au second tour. Et pourtant, 2 qualifiés pour le second tour. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Colombani, c'est le choc à 20h dans tous les foyers français, même probablement chez ceux qui ont voté Le Pen, ça doit être une surprise. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle ? Oui, c'est une surprise et une sidération pour tout le monde, vous avez raison de le dire, même pour ceux qui avaient voté pour lui, parce que les gens qui votaient Le Pen à l'époque ne pensaient pas un seul instant qu'il pourrait se qualifier ou qu'il ambitionnait même le pouvoir à l'Élysée. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui-même ne pourchassait pas cet objectif. Il voulait vivre au fond de sa rente politique. Il s'était installé dans le paysage et il comptait en tirer un maximum de bénéfices, mais certainement pas d'arriver au pouvoir parce que ça n'entrait pas dans son schéma. Moi, j'étais allé voter le dimanche en fin d'après-midi et donc en sortant du bureau de vote, je reçois un coup de fil de la Sofres. Il devait être 18h et quelques, qui m'annonce que vraisemblablement Lionel Jospin ne sera pas au second tour et que le second tour sera Chirac-Le Pen. Et donc c'est un choc, mais un vrai choc émotif. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds parce que c'était quelque chose d'impensable. Et pourtant, c'est ce qui va se produire. Moi, mon souvenir, c'est celle d'une intense émotion. Et puis, alors que je sortais à peine du bureau de vote, bulletin inutile du coup, puisque en fait, on connaît déjà, un peu après 18h, on connaît les résultats, on connaît les estimations. Vous connaissez en tant que journaliste, mais Absolument. Pas tout le monde. Vous citez non. la Sofres et l'Institut de sondage. En tant que directeur de publication d'un des plus gros journaux français, vous avez les résultats en avance et vous êtes tenu de les garder confidentiels. Bien sûr, puisque les indications sont interdites jusqu'à l'heure de fermeture de tous les bureaux, c'est-à-dire en gros jusqu'à 20h. Donc il y a pendant cet espace une partie des commentateurs, des journalistes qui ont des indications précises. Et d'ailleurs, ça se traduit dans la façon dont ils meublent l'heure et demie qui sépare de la publication officielle, de l'annonce officielle des résultats. Donc sur les plateaux télé. Voilà, ils font tout ça saut d'images ou en disant mais peut-être que, et si on avait à découvrir que, au pire ceci ou cela. Bref, les uns et les autres donnent en fait quelques indications de ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire les premières estimations. Et en France, ces estimations sont fiables. Ailleurs en Europe et même aux États-Unis, c'est plus compliqué. Il y a une grande tradition d'erreur d'ailleurs en Grande-Bretagne dans ce domaine. En France, non, c'est fiable. Voilà, moi, ayant reçu cette information, je l'ai aussitôt considéré comme ce qui allait arriver. Et j'ai pas mis en doute du tout le processus ou les mécanismes de la Sofres qui lui permettent de faire ces anticipations. C'est un épisode qui s'est ouvert en 1983, avec les élections municipales, notamment les élections municipales à Dreux, où on a vu surgir le Front National, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, à des niveaux où une partie de la population se tournait vers ce mouvement, alors que moi j'avais couvert pour Le Monde le Front National
à une époque pas si longtemps où ils n'existaient pas politiquement. Ils existaient parce que c'était une famille politique ancrée dans l'histoire politique du pays, certainement, mais c'était presque groupusculaire. Et donc moi, je suivais les activités de ce mouvement pour le journal Le Monde, mais sans penser un instant qu'il grandirait au point de devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un point majeur dans la vie politique française et aujourd'hui un point structurant dans la vie politique française. Cette journée du 21 avril reste vraiment marquante parce qu'on a l'impression ce jour-là de basculer dans autre chose et de ne plus trop reconnaître le pays dans lequel nous sommes et dans lequel nous venons de voter. C'est un choc, c'est l'inattendu pour tout le monde ou presque tout le monde. Il y a notamment une personne qui avait vu venir, qui avait pressenti ce résultat. J'ai joué le rôle du météorologue. C'est Gérard Le Gall. Gérard Le Gall, c'est un ancien dirigeant du Parti socialiste, délégué à l'époque aux études politiques. Il est conseiller du Premier ministre chargé de l'analyse politique et des sondages d'opinion et il est membre de l'équipe de campagne de Lionel Jospin lors de cette présidentielle 2002. On l'écoute. Précisément, j'ai été le météorologue de la campagne électorale puisque le lundi et le mardi, je pointe le risque Le Pen. Alors, paradoxalement, ce sont mes écrits du passé qui vont être la nourriture de ma grille de lecture d'un événement à venir. À l'époque, j'étais très lié avec la Sofres et d'autres instituts d'ailleurs, et Jérôme Jaffray qui dirigeait la Sofres. Et dans un livre annuel, État de l'opinion, j'ai contribué à 8 reprises pour écrire sur le déclin du Parti communiste en 86, la question de l'immigration comme restructuration du champ politique en 90, État de l'opinion 90, État de l'opinion 93, la question de la sécurité. Et donc la sécurité, d'ailleurs j'ai relu tout le programme commun, etc. Et même un livre fait par d'excellents intellectuels avant 81, Liberté, avec Badinter, Fabius, toute une série. Il n'y a aucun lien qui est fait entre liberté et sécurité. Le mot ne figure pas. Donc des questions périphériques comme l'immigration, la sécurité, etc. ont été occultées globalement. Et donc moi, fort de cette grille d'analyse, de cette matrice de l'importance de la sécurité, il se trouve que le contexte de 2002, dès le mois de février, mars, avril 2002, le thème de la sécurité lancé par Chirac le 14 juillet 2001, auquel d'ailleurs Jospin ne répondra pas directement, et n'oublions pas le 11 septembre 2001, qui est quand même un élément structurant. Et donc le thème de la sécurité va devenir prégnant. Et je conclus, pour essayer de convaincre mes amis qu'il faut prendre à bras-le-corps la question de la sécurité, je trouve l'angle qu'il faut, l'insécurité est une inégalité. Bref, je suis quelqu'un qui travaille sur l'opinion, qui travaille sur la société, et j'inviterai les jeunes journalistes à moins regarder les sondages quand ils parlent des intentions de vote, surtout 1 an ou 2 ans avant les élections, commencer à s'intéresser, disons, dans les 3 ou 4 mois qui précèdent, ok, et regarder la société. Comment elle évolue, et avec la grille d'analyse de chaque jeune ou moins jeune journaliste, comment ça marche avec les bouleversements ou les changements de l'opinion. Gérard Le Gall ne sera pas entendu par le reste de l'équipe de campagne de Lionel Jospin, qui ne le prend pas au sérieux, et il le sera tardivement par le journal Le Monde, qui l'a contacté. Il nous raconte. Dès lors que c'était clair que le risque était nommé dans ma tête, si j'ose dire. Comment le dire à mes camarades ? Parce que je vais dire l'indicible. Allez dire à des gens qui, pour certains, voient l'avenir radieux, la victoire de Lionel, peut-être des postes ministériels et autres. Non, il faut regarder la matérialité. Donc oui, et c'est très humain tout ça. Allez leur dire en pleine figure, Le Pen peut être au second tour. Je le dis très maladroitement le lundi. Il y avait un tour de parole, on était 15 ou 20, un tour de parole qui changeait chaque jour. Puisque j'étais le plus proche de la direction de campagne, ce jour-là, le lundi, je parlais dans le dernier, en quelque sorte. Et il y avait un brouhaha, c'était la fin des choses, bon, très bien. Je me suis dit, tu as raté ton coup. Non pas mon coup au sens opportuniste, mais mon coup de persuasion. Et alors je sors du bureau et je croise Fabius, Laurent Fabius. Il me dit, alors Gérard, comment vas-tu ? Je lui dis, écoute, je viens de dire à nos amis... qu'il y a un risque Le Pen. Et je le vois, il est arrêté, quoi.
Il m'a dit quelque chose comme « tu leur as dit ça ?» Je dis « oui, et c'est ce que je pense ». Il m'a dit « ah bon ?» Ensuite, il y avait Olivier Faure, il y avait Stéphane Le Foll qui ont informé François Hollande de ce que j'avais dit. J'appelle Jean-Marie Colombani et il me dit comment ça va ? Bon, comment ça va, c'est classique, mais je lui dis écoute, habituellement, je te dis que j'ai confiance dans l'avenir. Là, je vais te dire une chose, c'est qu'il y a le risque Le Pen au second tour. Et j'ai entendu quelqu'un interdit, donc je n'entendais plus très bien, là, il y a eu un silence et il me dit bon, écoute, on reste en contact, tu me rappelles, enfin on se rappelle. Bon, voilà. Donc c'est lundi. Et là, le lundi soir, je dors pas beaucoup dans la nuit du lundi à mardi. Je me dis, mais il faut que je remette une couche, quoi, parce que c'est un échec de communication. Jean Glavany, directeur de campagne, a fait un petit speech très rapide et il me donne la parole. Et là, je reprends mieux ma formulation de la veille et j'esquisse une petite démonstration de ce que j'ai dit un peu fugacement le lundi. Là, je deviens politique. Je lui dis, mais enfin, vous n'avez pas l'air de comprendre la situation dans laquelle on est. Le Pen faisait 15,5% en 95. Il y avait De Villiers qui faisait 4,5. Alors, attendez-vous à savoir que Le Pen fera 16, 17, 18. Résultat, il a fait 17. Donc ça s'arrête là, et là je rappelle Michel Noblecourt du Monde, chef du service politique intérieur, l'appelle le mardi matin avant ce que je viens de vous narrer rapidement, et c'est « je vais vous dire ce que je vais dire en direction de campagne ». D'ailleurs, en quelque sorte, il en a su plus que ce que j'allais dire, puisque Jean-Marc Ayrault m'a coupé, donc il avait tout un document. Et donc je lui dis cela, et apparemment, il n'a pas dit à ses camarades de rédaction ce que j'avais dit. Parce que je me suis étonné le mardi de ne rien voir, et j'apostrophe un peu Jean-Marie, que j'appelle, et je dis, mais quand est-ce que vous allez en parler ? Et puis arrive le mercredi, il y a le ventre du journal avec Le Pen au second tour, et je me dis, tiens, ça va, j'ai gagné. Ils vont rappeler le débat. L'esquisse de débat avorté à la direction de campagne en disant « Gérard Le Gall a déclaré ceci, cela ». Il n'a pas convaincu ses camarades, point à la ligne. Je lis même pas le journal d'ailleurs. Du côté du Monde, Jean-Marie Colombani, c'était l'effet de sidération ou c'est pour une autre raison que vous avez tardé à publier ces dires ? Est-ce que c'était pour ne pas alarmer l'opinion ? Bon, nous là, on parle depuis 2025, le Front National ou le Rassemblement National au second tour, malheureusement, on a l'habitude. Mais en 2002, c'était pas du tout la même situation. En 2002, c'était littéralement inimaginable. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois l'attitude de Michel Noblecourt qui dirige le service politique et qui ne répercute pas auprès de ses troupes. Donc le service politique au fond ne bouge pas. Mais il y a surtout les discussions que moi, après les coups de fil avec Gérard Le Gall, que je peux avoir avec Edoui Plenel, le directeur de la rédaction, avec d'autres rédacteurs en chef, avec différentes personnes dans le journal. Et on discute du point de savoir quelle place on accorde à cette information. Ce qui l'emporte dans la discussion collective, c'est l'idée que, attention, on est peut-être l'objet d'une manœuvre de la part du Parti socialiste qui voudrait, dans la dernière ligne droite, puisqu'on était dans la dernière ligne droite, mobiliser ses troupes et donner un coup d'accélérateur de mobilisation. Donc si on accepte cette démarche, les lecteurs seront en droit de nous reprocher d'avoir voulu tordre un petit peu les choses et d'avoir voulu changer un petit peu la donne en exagérant une menace qui, au fond, n'existait pas, parce que, dans le fond, personne ne croyait vraiment que ça pouvait arriver. Et donc, personne ne croyant que ça pouvait arriver, on s'est dit, il faut pas qu'on soit l'objet, nous, d'une manipulation de la part du Parti socialiste, etc., et qui trouverait là l'occasion de remobiliser ses troupes. Et du coup, on en fait le minimum, à tort. Et donc, on peut considérer aujourd'hui que c'était évidemment une faute de notre part, une erreur d'appréciation, parce qu'on aurait dû accorder la place que méritait cette information, c'est-à-dire une pleine première page et une analyse construite de ce qui pouvait arriver et de ce qui est arrivé. Donc, c'est pour moi quelque chose qui est resté comme une erreur, comme une faute dans l'appréciation d'une situation et dans la façon dont on exagérait peut-être. Comme on essayait toujours de se prémunir de manipulations diverses et variées venant de l'extérieur, là c'était une crainte absurde. On aurait dû à l'inverse prendre tout ça au sérieux et accorder la place qu'on aurait dû lui accorder.
Dans l'entre-deux-tours, des manifestations pour protester contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour auront lieu tous les jours. Avec une apogée, mercredi 1er mai, il y aura près de 2 millions de personnes dans la rue. Jacques Chirac refuse de débattre à la télévision avec Jean-Marie Le Pen pour le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. C'est surprenant cette prise de position, Jean-Marie ? Ce qui frappe, c'est le temps qui a passé et la différence de perception des événements. C'est une attitude chez Jacques Chirac d'ailleurs qui est constante, toujours radicalement hostile au Rassemblement national, mais aujourd'hui ça paraît impensable. Tout était tourné par exemple vers le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On n'imaginait pas un instant que le candidat Macron puisse refuser de débattre avec Marine Le Pen. Et pourtant, Marine Le Pen, c'est, la filiation directe avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, ça permet de mesurer la façon dont, progressivement, le Rassemblement national, ex-Front National, est devenu un élément majeur de la vie politique. De mesurer à quel point, entre Jean-Marie Le Pen, qui était au fond un repoussoir commode, et sa fille, qui fait partie du paysage politique, la distance qui a été parcourue, la conversion progressive de pans entiers de la société française à l'idée que finalement on peut voter Le Pen, acte 1, et acte 2, peut-être qu'on peut le porter au pouvoir. En 20 ans. Le tout en 20 ans. Donc en plus, après, on constatera que ça fait partie d'une vague qui concerne l'Europe entière, et même au-delà de l'Europe, que la poussée populiste, nationale-populiste, etc. Mais c'est ça qui est frappant, je trouve, aujourd'hui, en revenant sur ces événements de l'époque. Le 5 mai, c'est le second tour. Jacques Chirac est réélu président de la République. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Le 6 mai au matin, Lionel Jospin présente sa démission. Il annonce se retirer de la vie politique. Est-ce qu'il a eu raison, Jean-Marie Colombani, de démissionner ? La réaction de Jospin est à l'image de son orgueil. C'est-à-dire qu'il considère qu'au fond, il a été trahi par les Français. Ce n'est pas une démarche qui consiste à, contrairement aux apparences, parce que quand on démissionne, ça veut dire qu'on concède qu'on s'est trompé. D'abord, on concède son propre échec et ensuite, on suggère qu'on s'est trompé. Chez Lionel Jospin, il n'y a pas cela. Il y a l'idée qu'au fond, les Français lui ont manqué, comme on manque à un ami. Et donc, il est dans une attitude qui est une attitude qui provoquera petit à petit des conséquences lourdes pour la famille socialiste et pour la gauche dans son ensemble, puisqu'il se met en effet hors jeu et il va constamment considérer que il a été trahi, tout simplement. Donc on peut lui reprocher cela, mais c'est la marque de son orgueil et de quelqu'un qui s'était au fond trompé d'axe dans sa propre campagne, puisque on lui suggérait autour de lui de rester concentré sur son propre bilan et d'avancer les idées qu'il voulait porter pour la France de demain, au lieu de quoi il a beaucoup centré sa campagne contre Jacques Chirac. Et là, il avait en fait un temps retard, parce que l'événement majeur qui s'est produit en sa défaveur, il faut remonter à juillet 2001, c'est-à-dire un peu moins d'un an avant l'élection présidentielle, où là, il y a la traditionnelle intervention du président de la République le 14 juillet. C'était devenu, depuis François Mitterrand, un moment important. Chaque 14 juillet, les présidents successifs, et donc Jacques Chirac, après François Mitterrand, venaient à la télévision, parlaient de l'état de la France, etc. Et là, ce 14 juillet 2001, Jacques Chirac se livre à une attaque en règle, mais d'une violence inouïe contre son Premier ministre, alors qu'on est en période de cohabitation. À quoi Lionel Jospin ne répondra pas. Et je me souviens d'une conversation avec Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, et Valéry Giscard d'Estaing me disant « Mais il est nul, votre Premier ministre. Il est nul. Il aurait dû engager le fer et engager la bataille ici et maintenant, et ne pas se laisser traiter comme cela par Jacques Chirac. » Et c'est Giscard qui avait raison. La non-réaction de Lionel Jospin fait que, pour tout le monde, il avait plié le genou devant Jacques Chirac et au fond, il avait reconnu la primauté du président de la République sur lui-même. Et donc ça le poursuivra au fond jusqu'au bout. Je me souviens aussi beaucoup de cette période parce que j'avais écrit un livre intitulé « Le résident de la République »
qui était totalement consacré à Jacques Chirac, et que Lionel Jospin avait beaucoup annoté, beaucoup surligné, pour nourrir au fond sa propre campagne contre Jacques Chirac. Et ça n'était pas nécessairement le bon axe, à preuve le fait que lorsqu'il revient de la Réunion en avion, et que dans l'avion, il lâche Jacques Chirac usé, vieilli, fatigué, c'est une formule que les Français vont lui faire payer très cher. À l'époque, il a fait un livre d'entretien avec Alain Duhamel, Lionel Jospin, et donc ce livre part très très fort. Et une fois qu'on a connaissance de sa formule contre Jacques Chirac, usé, vieilli, fatigué, les ventes de ce livre s'arrêtent net. Donc il y a un désaveu des Français vis-à-vis de cette attitude. Donc ça fait partie au fond des erreurs de campagne de Lionel Jospin. Alors ce n'est pas pour exonérer Jean-Pierre Chevènement et Christiane Taubira de leur responsabilité, parce que en étant malgré tout candidats face à Lionel Jospin, ils ont contribué à priver la gauche et Lionel Jospin des voix qui lui auraient été nécessaires pour être au second tour. Donc on peut considérer que la responsabilité de Jean-Pierre Chevènement et de Christiane Taubira dans l'échec de Lionel Jospin est pleine et entière. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'on puisse considérer que Lionel Jospin lui-même s'était trompé d'axe dans sa campagne. Il y a du nouveau aussi au siège du Monde en ce début de millénaire, la création du magazine Le Monde 2. Jean-Marie Colombani, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette création, qu'est-ce que c'était que ce magazine et surtout quelle était sa fonction aux côtés du quotidien d'information Le Monde ? Ça faisait partie du vaste plan que j'avais engagé pour transformer le monde, pour le réformer et pour le relancer. Donc il y avait eu d'abord un travail sur le quotidien lui-même, c'est-à-dire sur la nouvelle formule du Monde qui était sortie donc en 1995. Et puis il y avait toute une série de développements. Il y aura les développements sur Internet, la naissance du monde interactif, donc la première pierre de l'édifice dans la voie du numérique. Et puis il y a le magazine, c'est quelque chose qui manquait au monde. Et comme on était aussi à la recherche d'un élargissement de ce lectorat, l'ère du temps et le mode de consommation des gens vis-à-vis de la presse imposait en fait qu'on se lance à base de photos. Voilà, c'est une culture très différente, celle d'un magazine. C'était un complément indispensable. Il faudra du temps d'ailleurs pour l'installer dans les esprits, dans la rédaction du Monde, parce que les gens étaient la plupart du temps vent debout contre. On faisait le journal, point. Et on n'avait pas à chercher ailleurs. Mais si, il fallait aller chercher ailleurs si on voulait ramener vers le Monde d'autres lecteurs, d'autres lectrices et d'autres lecteurs, et notamment des plus jeunes. Moi, ça me paraissait tout à fait naturel de se porter vers cela en espérant que l'opération réussisse. Et c'était des contenus culturels, tournés vers la mode aussi, ce genre de choses ? Il y avait l'introduction de rubriques, en effet, qui n'étaient peu traitées dans le quotidien lui-même. Mais c'est vrai que l'ouverture allait jusqu'à la mode ou jusqu'à des personnes qui existaient dans l'univers médiatique, dans l'univers de la société française, mais au fond, on considérait que ça n'était pas digne du Monde. Et voilà qu'avec le magazine, on va aller chercher des sujets qui sont peut-être pas dignes du Monde, mais qui sont dignes d'intérêt. Alain Frachon, voix qu'on connaît bien sur Slate, vous participez toutes les semaines au Monde devant soi. Vous travaillez au Monde à cette époque et vous avez été mis à contribution sur ce nouveau magazine, Le Monde 2, dès sa création. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. D'abord, Le Monde 2 a été un mensuel que Le Monde faisait avec une petite équipe qui faisait des journaux par ailleurs, qui était l'équipe des frères Siegel. Et donc, c'était un mensuel qui consistait à reprendre les meilleurs articles ou les articles les plus originaux, les plus intéressants qu'avait publié Le Monde sur un mois, le mois précédent, et à les rééditer avec des photos. Souvent, la plupart du temps, c'était des photos noir et blanc. Et c'est comme ça qu'est parti Le Monde. Donc c'était un magazine assez beau, un dos carré, et puis il y avait sûrement une introduction, une conclusion, enfin, comme on fait dans ce type de magazine. Et puis Jean-Marie a décidé et Fabrice Nora aussi, qui s'occupait de la gestion avec Jean-Marie, ont décidé qu'il fallait avoir un hebdomadaire.
qu'il fallait publier un hebdomadaire. Et donc, voilà, moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là, pas tout à fait au début de l'hebdomadaire, mais un peu plus tard. Et c'était un hebdomadaire très difficile à faire, parce que ce n'était pas un hebdomadaire du 7e jour. C'est un journal qu'on bouclait le mardi ou le mercredi, mais qui était en vente en fin de semaine. Ce n'était pas un news magazine, non plus. Ce n'était pas un fashion magazine, non plus. Et donc, avec un grand journaliste venu de l'Express, Jacques Buob, nous avons concocté un mélange de tout ça, un peu, de manière à en faire un bel objet. Vous savez, c'est ce que les Américains appellent un coffee table magazine, c'est-à-dire on le laisse sur la table du salon. Alors, il y a les programmes de la télé, puis il y a le coffee table magazine. Pour faire beau et un peu intello Voilà. aussi. Jean-Marie nous soutenait, ça lui plaisait. Il était très conscient que vis-à-vis de la concurrence, le Figaro, qui avait son magazine depuis très très longtemps, il fallait avoir un magazine aussi, pas simplement à des fins publicitaires, mais il fallait aussi boucler la semaine avec un magazine qui facilite la lecture. Donc dans ce magazine, on publiait des articles originaux que nous programmions à l'avance, etc. Mais on n'avait pas l'équipe nécessaire pour faire tout un magazine, et donc on republiait les archives du Monde. Et ce n'était pas la partie la moins intéressante. D'abord, c'était assez courageux, parce qu'il y a des articles, il y a des options, il y a des unes dont on pouvait ne pas être très fier, parce que ça correspondait à des erreurs ou à des partis pris, enfin, que sais-je. Et donc, c'était très intéressant aussi. Et puis, à un moment, on a musclé cette équipe, et là, on ne publiait plus les archives, on faisait un vrai magazine, qui était un mélange de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, c'était pas un news magazine, mais il y avait une grande histoire. C'était pas non plus uniquement un magazine de photos, mais il y avait des portfolios. On publiait des portfolios de 12 à 14 pages de photos. Donc les photographes étaient ravis. Et c'est là que ça a commencé. Toute la profession a commencé à regarder ça sérieusement. Et puis, évidemment, il y avait des rubricards et puis des éditorialistes. Et donc, on a fait comme ça un ensemble hybride, mais qui s'est pas mal installé, qui s'est bien installé. Donc ça a bien pris sur le plan publicitaire, ça a bien pris sur le plan éditorial. Quelle a été la réaction de la rédaction ? Toujours hostile. Hostile à l'innovation. Hostile au numérique, hostile au magazine. Et ça, c'est très conservateur, une rédaction. C'est très conservateur. Les journalistes français, c'est très, très conservateur. C'est vrai. Et donc, hostilité, farouche adversité pour Jean-Marie et pour Fabrice Nora. C'était même étonnant de voir ça pour Jacques Buob et moi, qui nous défoncions proprement dit, mais nous suscitions l'hostilité. Et nous demandions parfois, au début, à des grandes plumes du journal, tu voudrais pas nous faire une couverture? Pas question. Non, on va pas travailler dans un magazine People. Alors, pour vous dire, si vous regardez les unes de la collection du Monde 2, on a tout fait. On a fait vraiment toute l'actualité au sens le plus sérieux et le plus noble du terme. Mais c'est vrai, on publiait de la mode aussi, que nous produisions. Écoutez, c'était passionnant. C'est dans mes souvenirs journalistiques, dans cette hostilité en général, je montrais tout le temps la une à Jean-Marie, avant qu'elle soit publiée, bien sûr. Il était toujours d'accord sur nos options et sur nos angles. Mais bon, on le disait pas, on cultivait pas non plus l'ambiance de guerre civile qu'adoraient les journalistes. Et puis voilà, ce magazine est né. Ce magazine est devenu un élément clé des ressources du journal. Ce magazine a publié des grandes histoires. Ce magazine continue à exister, plus que jamais. Et donc, c'est bien la preuve qu'il fallait le faire. Le Monde a maintenant un des piliers avec le numérique, que Jean-Marie avait lancé un peu plus tôt, dans l'adversité totale, naturellement. Le Monde avait 2 piliers qui étaient le magazine et le numérique. Ils sont là, ils ont été créés, et maintenant ils sont 100% Monde, et le Monde ne va pas s'en passer. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Hélène Decomer. Présentation, Hélène Decomer. Production éditoriale, Hélène Decomer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.